Place maintenant à notre deuxième sujet. Aujourd'hui, l'Allemagne s'impose comme un leader économique et politique. C'est incontestable. Rigueur budgétaire, réforme des lois du travail, le pays a vaincu le chômage de masse et réduit son déficit. Ce modèle est-il aussi efficace que certains le prétendent? J'ai rendez-vous avec Manfred Weber, dans son fief de Bavière. Cet eurodéputé est souvent présenté comme l'homme d'Angela Merkel à Bruxelles. Manfred Weber, merci de nous recevoir ici. Vous êtes un ingénieur et vous dirigez le PPE, le principal parti à Bruxelles et à Strasbourg, de centre droit et de droite. Quand vous avez été élu président de ce groupe, on a dit de vous que vous étiez l'homme de Merkel au Parlement. C'est vrai ça ? Ce n'est pas vrai. Naturellement, je suis allemand. Je suis bavarois de par mes origines. Mais à Bruxelles, ma mission, c'est de faire de la politique européenne. Je suis un grand ami d'Angela Merkel, naturellement, mais j'ai aussi des contacts avec Mariano Rajoy en Espagne ou avec Viktor Orban en Hongrie pour échanger sur divers thèmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le miracle allemand? Parce que en 2004, quand vous êtes élu, vous pour la première fois à Bruxelles, l'Allemagne est un peu malade. Le chômage est à 10%, le déficit est à 4%. Et maintenant, vous êtes comme une référence au niveau européen. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez réussi? Il existe une recette et c'est la recette que le Parti populaire européen, mon parti, a pratiquée dans toute l'Europe. C'est comme ça que Mariano Rajoy est sorti de la crise en Espagne, Enda Kenny en Irlande et que l'Allemagne a repris de l'élan en stabilisant son économie et en arrêtant d'accumuler les dettes. La réussite allemande est basée sur une forme de rigueur, une forme de discipline. Et en 2009, Angela Merkel fait voter une loi qui est, je cite, un frein constitutionnel à l'endettement. C'est-à-dire que le gouvernement allemand ne peut plus présenter un budget en déficit. Il ne peut plus emprunter plus que 0,35% de son PIB. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est ça? C'est une orientation absolument fondamentale pour tout le continent, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, tous nos États, tous les ans, s'endettent. Nous vivons aux frais de la génération future et il faut mettre fin à ça. C'est démontré par les États qui parviennent à le faire. Ils arrivent à donner des emplois aux gens. Là-bas, il y a de la prospérité. C'est là-bas que les choses progressent. Et malheureusement, l'Italie est le meilleur exemple que ça ne marche pas quand on ne respecte pas les critères. Je disais que c'était une idéologie pour vous, pour votre pays, et vous confirmez que c'est une idéologie pour toute l'Europe. En fait, vous l'avez imposée. Non, ce n'est pas le cas. Ah, si, c'est vous qui l'avez fait en premier. Par exemple, vous avez accueilli l'élection de M. Macron. Vous étiez très content parce qu'il faisait sans doute les lois que vous vouliez que la France fasse, notamment sur les lois sur le travail. Ne m'en voulez pas, mais nous avons l'euro, une monnaie commune dont nous sommes fiers parce qu'elle devient la première monnaie mondiale. Et à travers cet euro, nous avons pris des engagements. En supprimant le franc, le Deutschmark, nous avons pris des engagements. Nous avons conclu un contrat, nous avons renoncé à nous endetter plus sur ce continent. D'ailleurs, je constate que Macron reprend ce programme en France. Il fait ce que Gerhard Schröder a fait en Allemagne. On ne force personne, mais une vraie politique s'impose. Et elle fait l'avenir de notre continent. D'accord, ça a marché pour vous. En même temps, les choses commencent à se dégrader. Votre politique d'austérité pose des problèmes, notamment en matière d'investissement dans votre pays. Les écoles sont vétustes, les routes sont en mauvais état, il y a des ponts qui sont totalement délabrés. On a fait un reportage, on était en Rhénanie du Nord, Westphalie, et vous allez voir qu'il y a quand même du travail. Le pont de Leverkusen, qui enjambe le Rhin au nord de Cologne, est malade. Faute d'investissement, résultat d'une politique de rigueur, la structure s'est dégradée depuis sa construction dans les années 60. Du coup, depuis 2013, le pont est fermé à la circulation des camions de plus de 3,5 tonnes. Les 14 000 poids lourds qui circulent tous les jours sur l'autoroute A1 doivent faire un détour de 70 km. Dans la région Rhénanie-Nord-Westphalie, 300 ponts sont ainsi en mauvais état, 2500 dans toute l'Allemagne. Je rencontre le dirigeant du principal lobby routier allemand, qui depuis des décennies réclame en vain des investissements dans les infrastructures routières. Markus Hofer, ja, guten Tag. C'est une des zones industrielles les plus importantes de l'Allemagne. On voit des usines un peu partout et on voit ce pont emblématique qui
est en panne en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2002, une commission a calculé combien d'argent il fallait pour que notre infrastructure ne tombe pas en ruine. C'était 4 milliards environ. Alors on a introduit un péage, une taxe routière pour les poids lourds, qui a rapporté exactement 4 milliards par an. Mais l'argent n'a jamais été utilisé pour la voirie. On l'a utilisé pour autre chose. Les dépenses de voirie sont restées les mêmes, malgré ces recettes supplémentaires. Et c'est quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. Un nouveau pont est à l'étude, mais prévu pour 2024. Alors pourquoi l'État et les Länder ne font-ils pas plus d'investissements? À 50 km au nord, à Düsseldorf, nous posons la question au responsable régional des transports. Vous pouvez m'expliquer pourquoi à Leverkusen, nous avons vu un pont fermé aux poids lourds alors qu'on est dans une zone industrielle importante de l'Allemagne? Le pont a été planifié à la fin des années 50. Il a été prévu pour 40 000 véhicules. Aujourd'hui, il en passe 130 000 sur ce pont. Donc ce développement n'était pas imaginable lorsqu'on a construit et planifié ce pont il y a 60 ans. Donc, vous, l'Allemagne, vous avez été négligent sur vos infrastructures pendant des années. C'est ça que vous me dites? C'est toujours facile de juger les choses après coup. Rétrospectivement, on a naturellement fait des erreurs en coupant les effectifs de manière beaucoup trop drastique. En fin de compte, ce sont les conséquences du financement insuffisant des années passées. S'il n'y a pas assez d'argent à disposition, il n'y a pas non plus assez de personnel. Et puis, il n'y a pas assez d'étudiants qui s'intéressent au métier d'ingénieur du bâtiment. Il y a donc de quoi se poser la question. Faut-il vraiment copier ce modèle allemand? Manfred Weber, comment avez-vous pu, vous, politicien allemand, laisser cette situation se dégrader pendant tant d'années? D'abord, je suis un homme politique européen et non un homme politique allemand. Oui, là, ça vous arrange, là. Oui. Non, mais votre question est justifiée. Et je dis expressément, à une époque où nous mettons de l'ordre dans l'économie nationale, il faut de nouveau investir. Et si vous voulez, je demanderai à Wolfgang Schäuble que le gouvernement fédéral allemand mette plus d'argent à disposition, y compris dans la législature à venir, pour investir en Allemagne. Ça donnera aussi de l'élan aux autres économies européennes si l'Allemagne investit plus. Vous avez 25 milliards d'excédents budgétaires. Vous avez 278 milliards de balance commerciale positive. Il y a le FMI, il y a l'OCDE et la Commission européenne qui vous dit investissez. Parce que sinon, vous nous mettez en danger. Il y a même une procédure qui est en cours, c'est une procédure d'infraction contre l'Allemagne pour déséquilibre macroéconomique. Mais pourquoi vous avez gardé cet argent dans votre tirelire aussi longtemps? Notre problème, c'est que les processus d'autorisation de ces travaux pour avoir le droit de construire de nouvelles routes prennent un temps fou. Vous ne répondez pas à ma question, vous faites de la langue de bois. Il y a assez d'argent en Allemagne, d'ailleurs il y a assez d'argent en Autriche, en Finlande, aux Pays-Bas, il faut investir cet argent. Laissez-moi vous dire une chose, aujourd'hui dans l'Union européenne, nous avons une croissance économique de 2%. Nous avons une croissance meilleure que celle des États-Unis. Nous avons un chômage inférieur à celui de la crise d'avant 2008. Donc on peut aussi de temps en temps être fier de notre réussite, nous les Européens, au lieu de toujours nous apitoyer sur notre sort. D'accord, vous avez envie de parler d'Europe, on va en parler. On va partir maintenant avec nos correspondants. Vous allez voir, il y en a certains qui ont souffert de la politique de l'Allemagne. On va directement en Grèce et au Portugal. Le seul problème de la Grèce, c'est son Premier ministre communiste. La déclaration de Manfred Weber en mai dernier a jeté un nouveau froid dans les tumultueuses relations germano-grecques. Aux yeux des Grecs, l'Allemagne incarne l'austérité, synonyme d'une baisse des salaires de 35%, d'une diminution des retraites de 45% et d'une chute de 27% du PIB depuis 2010. Une purge qui ne semble jamais suffisante aux yeux du gouvernement allemand, qui refuse toujours que la dette grecque de 320 milliards d'euros soit allégée ou renégociée. Cette intransigeance allemande est critiquée par le gouvernement de Tsipras, mais aussi par le FMI et par la Commission européenne, qui ont salué les efforts et les réformes du pays. La Grèce a notamment dégagé des excédents budgétaires en 2016, excédents entièrement absorbés par le remboursement de la dette.
La coalition de gauche portugaise est en passe de réussir son pari. Arrivé au pouvoir en novembre 2015, le Premier ministre António Costa promettait la fin de l'austérité, tout en ramenant ses comptes à l'équilibre. Coup de pouce au salaire minimum et aux retraites, plan d'aide à la consommation, les premières annonces ont affolé les bailleurs de fonds qui avaient avancé 78 milliards d'euros au Portugal pour éviter la faillite du pays. Mais la formule a marché. Les déficits publics ont été ramenés à moins de 2%, la croissance à plus de 1,8%. Une embellie comme le Portugal n'en avait pas connue depuis 2007. Ce mouvement n'a cependant pas suffi à satisfaire l'Allemagne. En 2016, le ministre des Finances Wolfgang Schäuble avait exigé que la Commission soit plus dure avec le Portugal. Le fantôme de l'ange noir de l'austérité, surnom donné à Angela Merkel par les Portugais lors de sa visite en 2012 à Lisbonne, semble bien s'éloigner. Manfred Weber, quand l'Allemagne refuse toujours de renégocier la dette de la Grèce, pour des raisons de principe, quand vous déclarez, je cite, le seul problème avec la Grèce, c'est son Premier ministre communiste, est-ce que vous pensez que là, il n'y a pas un petit peu de suffisance, voire d'arrogance ? Non, ce n'est pas le cas. La question, c'est de savoir comment on se comporte dans l'Union et entre nous. Le secteur privé investit encore beaucoup trop peu en Grèce. Je le dis clairement, un gouvernement qui refuse, par exemple, de continuer à appliquer la privatisation sur laquelle on s'était mis d'accord, qui ne travaille pas comme un véritable partenaire avec les institutions européennes, un gouvernement comme ça, on ne peut pas lui effacer sa dette. C'est pourquoi je le dis, la Grèce doit maintenant prouver qu'elle tient ses engagements. Oui, mais les Grecs ont fait d'énormes efforts. Les retraites ont baissé de plus de 40 à 50%, les prix ont augmenté, les aides sociales sont presque réduites à néant. Les gens ont tellement souffert, ils ont élu quelqu'un qui fait des efforts. En votre sens, je trouve que là, il y a quelque chose de difficile dans votre attitude qui peut amener une forme de germanophobie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Elle se développe aussi parce que vous posez ce genre de questions. Vous en faites toujours une lutte entre les nations. Mais les décisions concernant la Grèce étaient des décisions unanimes de tous les ministres des Finances, y compris du français, y compris de l'italien, un socialiste, et aussi du ministre des Finances portugais. Et après, on dit que ce n'est que de la faute de Schäuble. On attend maintenant de la part de ceux qui ont reçu l'aide qu'ils honorent les termes du contrat. Tsipras ne le fait pas de manière suffisante. Le Portugal, ils sont en train de réussir. Vous avez vu ça. Vous pensez qu'il y a de quoi s'inspirer de l'expérience portugaise actuellement ? Dans beaucoup d'États, y compris au Portugal, il a été nécessaire à un moment donné, de la même manière que Schröder a fait son agenda 2010, de faire passer des réformes inconfortables. Et maintenant, on crée à nouveau des emplois. Ce n'est pas le gouvernement portugais actuel qui a réussi, c'est le gouvernement précédent. Donc il faut comprendre qu'il y a un moment où les réformes sont nécessaires. C'est ce que vit la France avec Macron. On a donné un mandat clair de réformateur à Macron. Il doit se mettre au travail pour refaire de la France une nation économique forte. Et le rôle de l'Allemagne aujourd'hui, c'est quoi le rôle de l'Allemagne ? Le rôle de l'Allemagne, c'est d'être un élément de l'Union européenne. Mais je veux aussi dire que la capitale de l'Europe, ce n'est pas Berlin. Ça ne doit pas être Berlin. Nous voulons que la stabilité règne et que les réformes soient appliquées, car c'est le chemin du succès futur. Et nombreux sont ceux qui nous suivent, comme par exemple Macron. Ok, merci. Oui, voilà, les gens vous suivent, c'est ça, il faut vous suivre. Très bien, merci Manfred Weber. Merci, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Voilà, c'est aussi ça la Bavière, l'Allemagne, l'Europe. Du calme. C'est pas que de la discipline et de la rigueur. Vox Pop, c'est terminé à la télévision. Mais comme vous le savez, ça continue sur Internet. J'embrasse les Européennes, les Européens, et ce soir, j'embrasse les Portugais qui sont en train d'inventer autre chose. Ils cherchent. À bientôt, tchuss.